100 jours au poste de Premier ministre de Côte d'Ivoire. Que pensent les Ivoiriens du travail accompli par Ahmed Bakayoko? Des éléments de réponse dans ce journal. Instant de vie, Omar Bongo, les miens et le monde, c'est le titre de l'ouvrage de la ministre gabonaise Laure Olga Gondjou. L'œuvre a été dédicacée à Abidjan en Côte d'Ivoire. Et voilà pour les titres. Madame, monsieur, bienvenue. 100 jours que le Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko a pris fonction à la primature. Quel bilan faire de ses actions dans le cadre de ses nouvelles fonctions? Nos reporters Daniel Kodjo et Tima Traoré ont recueilli pour vous quelques réactions. Écoutons. Pour moi, c'est un bilan largement positif. Je n'en doutais jamais d'ailleurs parce que n'oublions pas que M. Ahmed Bakayoko, Premier ministre, a occupé des fonctions importante depuis 2003, partant de la communication à l'intérieur, de l'intérieur à la défense, de la défense à la primature. C'est un parcours impressionnant et je pense que le cumul des responsabilités qu'il a assumées peut prédire ce qu'il est aujourd'hui. Il est un Premier ministre qui peut descendre de son fauteuil de gouvernant jusqu'au niveau de la classe populaire, et c'est un atout. Et je pense qu'aujourd'hui, cet atout lui permet de faire avancer le pays. Dès que le problème de la candidature du président actuel à sa troisième mandature a été posé, il y a eu déjà des escarmouches ici et là. C'est en ce moment, on peut dire que l'un des premiers actes du Premier ministre, c'est de s'approcher d'abord à la spiritualité, à savoir aux religieux. Il a fait des réunions avec les religieux pour avoir une sorte d'onction au niveau de ces religieux. Et ensuite, il a fait plusieurs réunions avec les autorités locales des villes telles que Bounois, Divo, Daoukro. Mais toutes ces actions, comme vous le remarquez, n'ont pas atteint des objectifs probants, puisque pendant cette crise, pendant les élections, il y a eu quand même une intensité de violence assez inouïe dans ces mêmes villes d'ailleurs, dans ces mêmes localités comme par hasard. Le Premier ministre, dès qu'il a été nommé, a visité les religieux, ensuite le privé, et enfin le Premier ministre a eu une rencontre avec la jeunesse ivoirienne au Palais de la Culture de Treichville, où il a été question d'entrepreneuriat jeune, de chômage jeune et d'emploi jeune. Après cette tournée qui rentre dans le cadre de la triptyque politique, économique et sociale, car le Premier ministre après a reçu les hommes politiques à son cabinet, nous attendions évidemment que le Premier ministre fasse des annonces de programmes, de projets relativement au chômage des jeunes, relativement à l'entrepreneuriat jeune, relativement à la lutte contre la pauvreté et enfin la lutte contre la corruption où la Côte d'Ivoire est très mal classée. Après 100 jours, force est de constater que le Premier ministre n'a pas encore abordé ces trois grands sujets que sont la lutte contre la pauvreté, la lutte contre le chômage des jeunes et la lutte contre la corruption. Nous attendons le Premier ministre sur ces trois chantiers-là pour que la croissance économique de 8% depuis 8 ans puisse servir ces masses laborieuses, puisse servir les populations ivoiriennes. Maintenant, il y a des défis à relever encore, bien sûr. Après l'élection, il faut réunir tous les enfants de la Côte d'Ivoire autour d'une table pour que nous expérimentons encore notre façon de voir et d'agir que le dialogue. Le dialogue, le président Houphouët-Boigny disait, c'est l'arbre des forts et non des faibles. Donc, monsieur le Premier ministre, il connaît, il sait qu'on doit pratiquer le dialogue et être un appui du président Alassane Ouattara et être à ses côtés pour apporter au président Alassane Ouattara ce que la rue dit, ce que la jeunesse dit, ce que les autres partis politiques disent. C'est un rôle important. Nous n'avons pas, en tant que société civile, encore été conviés à une réunion quelconque ou invités à poser des actions concrètes quelconques sous la houlette du Premier ministre. Mais nous pensons que cela ne sera tardé,
puisque la paix, une paix durable dans ce pays ne peut se faire sans la partition, sans la prise en compte de ce maillon important qu'est la société civile. Le monde du travail face à la crise, c'est l'intitulé du livre dédicacé par son auteur Ulrich J. À travers son œuvre, l'auteur porte un regard sur le monde du travail en période de crise liée à la Covid-19. L'ouvrage présente différents aspects de la gestion de la crise sanitaire et propose des modifications apportées pour un monde de travail plus résilient face aux différentes crises qu'il peut connaître. Le reportage de Walter Kofi et Marius Seri. Ils étaient présents, chefs d'entreprise et cadres d'administration publique, pour s'approprier le monde du travail face à la crise sanitaire. Dédicacé ce vendredi 4 août, l'ouvrage propose des solutions aux problèmes suscités par la pandémie de la maladie à coronavirus dans le monde du travail. L'auteur Ulrich J., expert en législation du travail et gestion des ressources humaines, souhaite à travers cette œuvre présenter les différents aspects de la gestion de la crise sanitaire actuelle et offrir la capacité aux acteurs du monde du travail à faire face à d'éventuelles crises à venir. La particularité de cet ouvrage est qu'il se propose comme une solution à 9 pays francophones ouest-africains, parmi lesquels on peut citer le Burkina Faso, le Mali et bien entendu la Côte d'Ivoire. Le livre se comporte en 3 parties. Une première partie où nous analysons la situation avant la pandémie pour voir les dispositions qui existaient dans notre monde du travail dans ces différents pays-là. Donc c'est un état des lieux. La deuxième partie, quelle a été la réaction du monde du travail pendant la pandémie? Donc on a présenté les différents tableaux et comment le monde du travail a réagi pendant la pandémie. Et la troisième partie, c'est les solutions que nous apportons. On s'est rendu compte aussi que toute la législation sur le congé technique, le congé anticipé, le licenciement collectif ou le licenciement motif économique n'était pas forcément pertinent. Donc il faudra que les partenaires sociaux se parlent pour qu'on intègre le télétravail, travail à distance ou travail à domicile, les dispositions relatives au licenciement, au chômage, tous ces éléments-là doivent être encadrés. Les participants en quête de réponses et de solutions aux problèmes engendrés par la crise sanitaire dans leurs différents domaines d'activité sont enthousiastes à l'idée de trouver dans cet ouvrage des voies et moyens pour une meilleure gestion de la situation. Sur le document lui-même, je ne l'ai pas encore lu, mais disons que je l'ai feuilleté pour me rendre compte que les sujets les plus importants ont été traités, les salaires, les conditions de travail, la durée de travail et surtout, je vais dire, il a terminé par le dernier mot de cet ouvrage, c'est « Revenons à ce qui est le plus important dans l'entreprise, l'humain ». L'objectif, évidemment, quand on veut être leader sur une plateforme comme Abidjan et dans un pays comme la Côte d'Ivoire, il faut être permanemment en contact avec tout ce qui va être des problèmes et quelles sont les solutions qu'on peut apporter. Donc le problème, il est déjà posé. La Covid-19, c'est connu, ça impacte l'économie, ça impacte les ressources humaines. Donc ce livre-là, je vais dire, va être très important. Il va permettre déjà de figer un ensemble d'idées sur la Covid. Et ensuite, à la lecture, d'être un plus en matière de solutions, bien évidemment. Notons que l'auteur est à sa deuxième œuvre. La première est intitulée « Le guide pratique des relations de travail ». Elle a été publiée en 2017. Après Cocody, l'ouvrage « Le monde du travail face à la crise sanitaire » sera dédicacé à l'inspection du travail de Yopougon et d'Adjamé. En l'annonçant en titre, la ministre plénipotentiaire du Gabon, Laure Olga Gondjou, a dédicacé à Abidjan son ouvrage intitulé « Instant de vie, Omar Bongo, les miens et le monde ». Un livre biographique qui retrace sa vie et son passage dans les méandres de la politique gabonaise aux côtés du défunt Omar Bongo Ondimba. La cérémonie de dédicace s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités politiques et amis de l'écrivaine. Pierre Tebeu et Marius Seri ont feuilleté pour nous ce roman. Reportage. Un ouvrage dans les bibliothèques et librairies du monde. Instant de vie, Omar Bongo, les miens et le monde.
Son auteur, une ancienne commis de l'État gabonais, son Excellence Laure Olga Ngonju, née au Gabon et âgée de 67 ans. L'ancienne très proche collaboratrice du président gabonais disparu le 8 juin 2009 à l'âge de 73 ans avait son mot à dire depuis que le patron qu'elle a servi loyalement pendant plus d'un quart de siècle est décédé. Ce livre est un témoignage de son enfance, de celle qui se déclare en réserve de la République. À cœur ouvert, elle livre des pans forts intéressants de son parcours comme ministre dans le Parti démocratique gabonais et à la médiature de la République. Dans chaque page, il y a une part d'elle qui transcende, des souvenirs qui ont forgé le caractère de l'auteur. En l'écrivant, j'ai voulu honorer la mémoire de mes parents et celle de celui qui a été, des années durant, mon patron. Un livre biographie de 242 pages, préfacé par l'ancien président sénégalais Abdou Diouf et la journaliste Denise Epoté-Durand de TV5 Monde. Elle raconte au cours de sa longue conversation avec la journaliste Djenab Diallo des faits vrais vécus dans les sillages du pouvoir au Gabon. Et en décidant d'écrire, j'ai voulu convoquer la mémoire d'Omba Bongo Ondimba au moment où, au Gabon et ailleurs, beaucoup trop de gens oublient trop vite les leçons de vie, de paix et parfois de gouvernance qu'il a pu nous donner. Son franc-parler et ses prises d'initiative dans le traitement de certains dossiers délicats transparaissent au fur et à mesure que le lecteur parcourt chacune des pages de son livre. Les invités saluent son audace. Alors, je pense que c'est une bonne initiative. Je trouve que c'est très bien que des personnalités qui ont côtoyé de grands hommes politiques, qui ont participé à l'histoire de leur pays, puissent faire témoignage. Parce qu'avec le temps, évidemment, on oublie beaucoup de détails. Et c'est important de se replonger dans l'histoire parce que, comme on dit, l'histoire se répète. Donc c'est très important. En tout cas, je félicite Laure, qui est une grande sœur, une amie, pour l'initiative. C'est courageux parce que ce n'est pas toujours évident. Et je lui souhaite plein succès. Et pourquoi pas un tome 2. Autrefois, l'oralité suffisait pour transmettre les connaissances. Mais aujourd'hui, on est à l'heure de l'écriture. Et ceux qui n'écrivent pas voient écrire pour eux, parfois contre eux. Et donc j'invite tous et toutes à découvrir ce joyau qui est un voyage dans la trajectoire personnelle et la démarche philosophique d'une grande dame d'Afrique. Il y a évidemment les politiques étrangères du Gabon du temps d'Omar Bongo qui font de ce livre une référence. Laure Olga Ngonju rompt pour la première fois le silence dans ce livre témoignage édité aux éditions Tabala. Plusieurs personnalités sont venues écouter Laure Olga Ngonju et vivre avec elle le temps d'une dédicace son passé de femme d'action. Des ministres Patrick Hachi, ministre d'État, secrétaire général du gouvernement, Ali Koulibaly, ministre des Affaires étrangères, Amara Essi, l'ancienne première dame du Faso Chantal Compaoré, des collaborateurs et invités ont assisté et chacun reparti avec entre les mains un livre souvenir vendu à la dédicace à 7 000 francs CFA. Et dans le cadre de la promotion de l'autonomisation de la femme, la Société coopérative agricole de Gagny, en abrégé Sokopa Gagny de San Pedro, a fait un don aux femmes des villages de Gagny et Bigné. Ces dons essentiellement composés de semences permettront à ces femmes de se prendre en charge, mais aussi d'aider leurs différentes familles. Le reportage de Abel Kao dans un récit de Betty Kwaku. Je remercie beaucoup la coopérative Sokopa Gagny de nous avoir offert beaucoup de matériel pour travailler au champ, pour aider les enfants et nos maris. Les femmes des villages de Gagny et Bigné, dans la localité de San Pedro, sont heureuses. Elles ont reçu des semences et autres produits agricoles des mains de la Société coopérative agricole de Gagny, Sokopa Gagny. Ce dont leur permettra de se prendre en charge et soutenir leurs époux pleinement engagés au travail dans les champs de cacao. Dans le cadre de l'autonomisation de la femme, la Sokopa Gagny, à travers son président, M. Ramdé Gaston, a décidé comme ça d'aider les femmes, de les soutenir. Et en premier lieu, nous avons d'abord formé les femmes à comment gérer leurs affaires. Et ensuite, nous sommes en train de leur donner la semence, c'est du riz, du piment, du gombo, afin de pouvoir se prendre en charge, aider aussi les maris à prendre les enfants en charge. Ce don témoigne de l'étroitesse des liens qui unissent les administrateurs
et les membres de la Sokopagani. Il s'ajoute à une série de réalisations déjà effectuées dans ces sous-sections. Grâce à UCRA, coopérative agricole de Gagny, on a pu amener des actions sociales à Gagny. On a construit centre de santé, on a construit école 3 classes, on a fait 5 forages, plus un château d'eau. Et notre objectif, ce n'est pas pour limiter là. Créée en 2006, la société coopérative agricole de Gagny, Sokopagani, comptait 250 membres. Aujourd'hui, grâce à son travail et ses partenariats, elle a à son actif plus de 1800 membres et bénéficie des certifications UTZ, RA et Fairtrade. La Sokopagani ambitionne de construire dans les années à venir une école de 3 classes et une voirie de 5 km à Kwadiokro, une de ses sous-sections. En image à présent, l'Union européenne va mettre à disposition du Centre d'assistance technique du Fonds monétaire international pour la région Afrique centrale une enveloppe de plus de 654 millions de francs CFA. Ce financement vise entre autres à accompagner la mise en œuvre des réformes liées à l'administration des revenus. Il contribuera de ce fait à atténuer les impacts socio-économiques de la pandémie de Covid-19. Terminons avec cette triste nouvelle deuil au Mali. Son ancien président, surnommé le soldat de la démocratie, Amadou Toumani Touré, en abrégé ATT, s'est éteint ce mardi 10 novembre 2020 aux environs de 2 h du matin à Istanbul, en Turquie, des suites d'une crise cardiaque. Notons que l'homme était âgé de 72 ans et a dirigé le pays de 2002 à 2012. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.